Bonjour à toutes et tous. Je vous remercie d'être ici pour cette belle rencontre. Je veux remercier aussi le directeur Jean-François Briand qui a rendu possible cette soirée et le service de communication et notamment Frédéric, Patrice et Julie. Et ce soir, donc, je suis contente, heureuse de vous présenter Jacques Lévy, géographe, qui est un chercheur qui a marqué un peu le tournant, ce qu'on appelle le tournant de la géographie, en rapprochant à la dimension spatiale, la dimension du social. Et les recherches de Jacques Lévy portent sur la géographie politique, sur l'urbanité, sur la mondialisation et sur la cartographie. Parmi ces derniers ouvrages, on trouve le Dictionnaire de la géographie de 2013 et l'Atlas politique de la France qui vient de sortir en 2017, mais aussi des films comme le film scientifique produit par le laboratoire Coros et qui s'appelle Urbanité. Jacques Lévy, en effet, il a été directeur du laboratoire Coros de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, où il est professeur émérite. Il est aussi professeur à l'université de Reims. Et aujourd'hui, le titre de la conférence est Habiter aujourd'hui, un monde à réinventer. Et donc, sur la poésie de ce titre, je laisse tout de suite la parole à Jacques Lévy. Merci. Merci beaucoup de votre invitation. Je suis content d'être ici. D'ailleurs, je crois que c'est la dernière fois que je suis venu à Strasbourg. C'était pour présenter le film Urbanité dans le cadre d'un festival des films urbains. Et c'était un bon moment aussi d'échange. Et donc j'ai l'impression que Strasbourg va figurer encore plus dans mon panthéon des villes qui accueillent les idées, le débat d'idées de façon bienveillante et en particulier dans la sphère de l'architecture. Je vais vous parler de l'habiter, mais je vais faire un détour par ce que peut nous dire la nature ou notre rapport à la nature de l'habiter. Donc ça peut paraître paradoxal puisque habiter c'est un verbe d'action et on comprend bien que ce sont les humains qui habitent, mais je pense que ce qui se passe depuis quelques décennies, qu'on peut appeler la conscience écologique, a modifié notre regard plus général sur l'habiter, mais aussi nous pose des problèmes nouveaux qui sont intéressants à analyser comme un aspect particulier de l'habiter. Donc, en fait, on pourrait résumer le problème en disant que le monde est sur la Terre, mais que la Terre est dans le monde. Que les deux formules sont vraies. La première est plutôt naturaliste, je dirais, chronologique, on pourrait dire. Les humains sont dans le monde physique, dans le monde biologique, donc leur petit monde des humains, c'est aussi une partie du grand monde des réalités physiques et biologiques. Ça, d'accord, mais on peut aussi dire l'inverse, c'est-à-dire que la nature, c'est un regard de l'homme ou des hommes sur le monde biophysique, pas seulement un regard, une action, et on peut considérer les environnements naturels comme des environnements sociaux particuliers et du coup considérer la nature comme un cas particulier, comme une composante spécifique de l'ensemble du monde social.
c'est comme ça que je me justifie pour vous parler, pour entrer dans les questions de l'habité à travers la nature. Donc on peut dire que la sortie du néolithique est un enjeu qui s'invite, mais en même temps, les enjeux ne s'invitent pas. Enfin, je veux dire, en personnalisant la présence de ces discussions, on fait comme si ils étaient venus tout seuls, alors qu'en réalité, c'est nous qui les avons invités. Alors c'est vrai que le néolithique, on y est, et que c'est un moment intéressant de l'histoire de l'humanité, dans la mesure où il combine des activités de production et des activités de prédation, de prélèvement, et que cette composante de prédation fait que si on fait croître tous les éléments, y compris ceux de la production, on se retrouve devant une limite qui est celle des éléments, des matériaux qui servent à la transformation productive, et comme on les détruit en partie, on peut se retrouver dans une situation où il n'y en a plus assez, où il y a un épuisement de ces matériaux. On peut considérer que c'est cette question, à partir du moment où justement la production montait en puissance, qui nous a fait nous demander comment on allait sortir du néolithique. Et il y a deux manières assez logiques d'en sortir, qui sont, on pourrait dire par le haut ou par le bas, enfin sans donner un jugement de valeur, mais le bas, c'est de réduire l'emprise de l'humanité, de continuer un système à la fois prédateur et producteur, mais en diminuant le volume de l'emprise, la masse de l'emprise. L'autre manière, peut-être plus ambitieuse, c'est d'inventer un système où la prédation diminue tellement que la question de la limitation des sources biophysiques de notre activité se pose de moins en moins et éventuellement plus du tout. On va voir que ces deux approches, en fait, sont deux versants, tous les deux très importants et très opposés de ce qu'on peut appeler la conscience écologique. Ce qu'on peut ajouter encore à ce sujet, c'est que il y a un décalage assez remarquable entre ce dont parle la conscience écologique et ce qui se passe réellement. Ça fait quand même de nombreuses années qu'il est question, par exemple, de réfugiés climatiques. Or, c'est pas si évident de les trouver. Il y a une rationalité à les prévoir, hein, donc changement climatique, hausse des températures, hausse du niveau de la mer, et du coup, comme il y a une grande proportion de l'humanité qui vit proche du niveau de la mer, on peut considérer que ça crée une pression sur l'habitat de ces personnes. Si en plus on est dans des pays peu développés, disons qui ont peu de moyens de réagir en protégeant leurs littoraux, on peut imaginer en effet que ça va provoquer un stress qui pourrait se traduire par des migrations. Aujourd'hui, les migrants qu'on attribue au climat sont plutôt, par exemple, les migrants qui sont liés aux atolls coralliens. Or, la cause de la fragilisation de ces atolls, qui fait que les terres occupées sont menacées, est plutôt extérieure au changement climatique lui-même. C'est plutôt lié aux actions humaines, hein, sur ces atolls, qui ont en effet fragilisé le support matériel, enfin la vie des coraux. Je n'entre pas dans les détails, mais on peut discuter, disons, que ces quelques îles qui sont en difficulté le sont à cause du changement climatique lui-même. Et ça met l'accent sur
quelque chose de très intéressant dans l'histoire récente, je dirais, de la vie humaine, des sociétés humaines, de la mondialisation. C'est ce qu'on peut appeler un excédent, un surcroît de réflexivité sur ces questions-là. Un surcroît qui n'a pas toujours existé, loin de là, et peut-être que dans certains domaines, il n'existe pas encore. Hein. Par exemple, en matière de biodiversité, on sait que on procède par approximation. Il y a des millions d'espèces dont on suppose l'existence, mais qu'on n'a pas réellement identifiées. Donc quand on dit qu'elles sont menacées, ce sont des estimations qui témoignent aussi de notre ignorance très profonde. Il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne sait pas prévoir, comme les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, ou mal prévoir. Hein, donc il ne faut pas surestimer notre connaissance. Néanmoins, je pense que une grande partie des idées nouvelles qu'on peut assigner à ce qu'on appelle la conscience écologique témoignent d'une capacité d'anticipation d'événements qui ne se sont pas encore produits, mais qui risquent effectivement de se produire. Et ça, c'est, je pense, assez nouveau quand on voit, quand on regarde la séquence précédente, hein, c'est-à-dire le fait que les dégâts de la révolution industrielle n'ont pas du tout provoqué une réaction telle qu'on la voit en ce moment, y compris sur ces effets-là, hein, c'est-à-dire que les pollutions liées au charbon, les pollutions liées aux moteurs à explosion, sont des choses qui existent depuis longtemps et que nous avons tardé à identifier, ou en tout cas à identifier dans l'ensemble de leurs effets, combien de morts prématurées à cause des microparticules des moteurs diesel, par exemple. C'est quelque chose qui est dans l'air, si je puis me permettre ce jeu de mots, depuis un moment, mais c'est seulement maintenant qu'on commence à essayer de limiter la présence des moteurs diesel, voire à l'interdire. Donc, d'un côté, on a un décalage sur de prise de conscience sur des phénomènes qui pourtant existent depuis longtemps. De l'autre côté, on a une capacité d'anticipation qui est, à certains égards, remarquable et qui n'a été possible que parce que il y a des progrès dans la science, dans les instruments de mesure, tout un tas de choses qui d'ailleurs ont été produits par le système qui a aussi engendré des dégâts sur l'environnement. Hein, et donc on se trouve dans une situation un peu délicate parce qu'on peut pas faire son marché sur l'histoire, on peut pas dire qu'on aime bien que la science nous ait permis de mesurer le changement climatique, mais on n'aime pas ce qui a fait, par exemple, la maîtrise de l'énergie, qui a permis de dégager des ressources pour développer la science contemporaine, qui sont aussi les enfants, si on peut dire, de cette période-là, qui a fait beaucoup de dégâts. Donc, tout cela fait que dans cette conscience écologique, comme son nom l'indique, il y a une dimension idéal, enfin une dimension de représentation, une dimension de discours qui nous indique en fait qu'il y a un débat public très important, non tranché, où il y a des positions diverses et c'est à partir de ce débat qu'on peut réfléchir à ce que la nature nous dit, enfin ce que notre rapport à la nature nous dit sur l'habité. Donc d'abord, remarquons, je l'ai déjà dit, que tout le monde n'est pas d'accord en fait. C'est-à-dire ce que j'appelle conscience écologique, c'est plutôt un champ d'opposition. Hein, donc par exemple, beaucoup de gens disent que la notion de développement durable, c'est une notion molle, tout le monde ne peut être que d'accord, ça ne veut rien dire. Mais regardez cette prise de position de Dominique Bourg, qui est un des spécialiste, disons, c'est un philosophe, spécialiste des questions de nature, d'écologie, d'environnement naturel, qui a été conseiller de Nicolas Hulot, et quand il s'occupait de sa fondation, et qui aujourd'hui considère que
on a essayé le développement durable, c'est pas possible, donc il faut faire autre chose. Donc là, on voit qu'on n'est pas du tout dans un ventre mou, dans un consensus invertébré. Donc lui oppose bien deux attitudes, une qui serait le développement durable et l'autre la décroissance, qu'il appelle plutôt de ses voeux, et donc qu'il présente comme antinomique. Si on regarde les questions de monde urbain, on se rapproche de l'habité, on peut conclure assez facilement que si on combine la densité et l'urbanité, ce qui peut être une définition simple de l'urbanité, on obtient les meilleurs résultats sur les trois piliers officiels du développement durable, avec justement un maximum d'urbanité, puisqu'on va avoir des habitats humains qui sont parcimonieux en surface, donc qui vont être meilleurs dans les principaux secteurs où on surveille la préservation des environnements naturels, l'air, l'eau, les sols, la biodiversité, et par ailleurs, sur les deux autres piliers du développement durable, que sont le développement, hein, c'est dans les villes que la productivité est clairement la plus forte, et la cohésion sociale, ou la diversité, enfin ce troisième pilier n'a pas toujours le même nom, mais en gros, la diversité dans la solidarité, on sait que c'est dans les villes qu'a d'ailleurs été inventée la solidarité, dans les villes européennes en particulier, dès la fin du Moyen-Âge, et que par ailleurs, c'est dans les villes que se trouve le plus haut niveau de mixité sociale, et cela de très loin. Donc on pourrait dire que, voilà, c'est simple, on a la solution. Vous savez que si on réunissait l'ensemble de l'humanité, 7 milliards et quelques, avec une densité similaire à celle de Paris intramuros, donc à peu près 20 000 habitants au kilomètre carré pour ce qui est de la seule densité résidentielle, donc on logerait l'ensemble de l'humanité sur à peu près la moitié de la France, un peu plus, donc on aurait une très grosse ville, voilà, qui serait peut-être parcourue par des TGV, hein, c'est un peu ce qu'on observe déjà dans le delta de la rivière des Perles, dans le sud de la Chine, hein, ou dans la région de Shanghai, où vous avez des agglomérations morphologiques absolument gigantesques, et donc c'est pas... Bon, là, je change d'échelle en parlant de 7 milliards, bien sûr. Mais si on faisait ça, il est clair que ça laisserait, même si on ajoute les surfaces agricoles nécessaires pour nourrir cette humanité, ça laisserait énormément de place pour la nature sauvage et notamment pour la biodiversité. Par ailleurs, ça serait effectivement beaucoup plus vertueux du point de vue du réchauffement climatique, puisqu'on pourrait bannir les moteurs à explosion, on pourrait bannir, isoler de façon beaucoup plus efficace sur des logements collectifs, donc les immeubles, et donc à la fois préserver l'air et diminuer la consommation d'énergie beaucoup mieux que partout ailleurs. En tout cas, que partout ailleurs on le fait aujourd'hui. Donc on pourrait penser que cette manière particulière de fabriquer de l'espace, d'habiter, qui est l'urbanité, hein, qui est à la fois un objet très local, hein, l'expérimentation de pensée que je viens de vous proposer prouve qu'on pourrait avoir un espace mondial local, en fait, qui serait assez efficace, mais ce qui existe aussi aujourd'hui, c'est-à-dire ces villes qui sont reliées par des réseaux très puissants, donc ces lieux qui sont forts, mais qui en même temps fabriquent la trame de base du monde, hein, donc ce mélange de local et de mondial, ça pourrait être considéré de façon consensuelle comme la réponse spatiale logique aux défis du développement durable, aux défis notamment du pilier préservation des environnements naturels. Pourtant, un livre récent, l'Ancien Testament,
nous dit qu'il n'en est rien. Il n'en est rien, donc je pense que, en bon alsacien, vous connaissez par cœur le paragraphe 11 de la Genèse, et que donc vous savez que le problème de Babel, ce n'est pas que ça ne marchait pas, c'est que ça marchait trop bien, vu par Dieu, qui a senti une rivalité dans le fait que à la fois tous les hommes se comprenaient et se mettaient d'accord avec des moyens assez simples, des briques, pour construire une ville, enfin une tour, qui irait jusqu'au ciel. Alors, comme vous voyez dans ce texte, elle n'était pas encore arrivée jusqu'à lui, puisque Dieu est quand même descendu. Hein. Donc il y avait encore de la marge. Il est intervenu au bon moment pour éviter le pire, et donc détruire la tour et disperser les hommes sur la terre de telle sorte qu'ils ne se comprennent plus. Donc c'était la mondialisation heureuse, hein, la tour de Babel, et la mondialisation heureuse par la ville, par l'urbanité, densité, diversité, incontestablement. Et c'est intéressant que les auteurs de l'Ancien Testament aient utilisé donc cette allégorie de la ville qui est une tour, comme un exemple de quelque chose qui fourmille hein, dans tous les textes sacrés de cette époque, que ce soit dans l'hindouisme, dans la religion grecque, dans le christianisme ou dans l'islam, c'est-à-dire des exemples d'hubris. Quand les hommes se prennent pour un dieu ou pour des dieux, ça va pas, et donc Dieu réagit et les punit durement. Donc on comprend bien comment ce genre de texte pouvait avoir une fonction dans les sociétés de cette époque, mais c'est quand même pas sans intérêt de se demander pourquoi, il y en a eu d'autres, hein, mais pourquoi cet exemple, pourquoi cette allégorie fondée sur la ville fonctionne aussi bien, et je pense qu'une des raisons, c'est que la ville est une réalité totalement artificielle, totalement humaine, et j'ai fait cette plongée dans le passé avec l'idée aussi que cette phobie de l'urbain a un fil conducteur qui se déroule jusqu'à aujourd'hui. Hein, je vous passe les niveaux intermédiaires, mais ils sont nombreux, ils sont consistants et ils n'ont pas disparu. Et ce qu'on voit, c'est que par rapport à la question de la nature, si on considère que le problème vient de l'humanité en tant que telle, la ville est un très bon exemple pour dire ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire que si les humains se mettent à faire des choses trop gigantesques, trop prométhéennes, on pourrait dire, à ce moment-là, ça va avoir des effets négatifs, hein, et donc cette vieille idée que quand on maltraite trop la nature, elle se venge, est une idée très ancienne, hein, bien avant ce qu'on peut appeler la conscience écologique, mais qui peut fonctionner en effet avec la ville, et donc avec l'idée que la réponse au défi que nous pose notre rapport à la nature, ça peut être justement d'être un peu moins artificiel, de faire un peu moins des choses que nous sommes les seuls à pouvoir faire, à part peut-être ceux qui seraient avant ou au-dessus de nous et qui auraient créé le monde. Et du coup, j'en arrive, vous arrivez à lire, même au fond. En fait, mon idée est que il y a aujourd'hui 3 grandes conceptions de la relation entre nature et humain, entre humain et nature, qui sont en compétition, hein, sur un marché des idées extrêmement dynamique.
qui a peut-être été moins dynamique sur ces thèmes-là jusque dans les années 70, mais qui depuis les années 1970 bouge très vite et avec une intensité très forte du débat public. Celui qui est en jaune, la deuxième colonne, que j'ai appelé agro-industriel, correspond à ce néolithique qui a peu ou prou montré sa force depuis 10 000 ans, mais avec une accélération grâce à la maîtrise de l'énergie notamment, ou des matières premières, des métaux, depuis le 19e siècle, et qui est en crise aujourd'hui, justement parce que, à cause de ce que j'ai dit tout au début de cet exposé, c'est-à-dire le fait que quand on a un mélange de prédation et de production, si on augmente les volumes, à un moment donné, les matériaux disponibles qui vont être en partie détruits vont s'épuiser. Donc il y a encore des gens qui, par exemple autour de Donald Trump, on a une résistance de ce paradigme-là, mais globalement ce paradigme est plutôt en déclin. Et ensuite on a les deux autres qui sont, peut-on dire, les deux versants de la conscience écologique, donc un paradigme que j'ai appelé néonaturaliste et un paradigme que j'ai appelé post-lithique. Donc post-lithique, c'est, vous voyez, néolithique, paléolithique, néolithique, bon après post-lithique, lithique, c'est pas juste, mais lithique vient de lithos, qui veut dire pierre en grec, mais ce que je veux dire par post-lithique, ça serait l'idée d'un cycle de développement qui n'est plus du tout prédateur. Alors que le paradigme néonaturaliste considère que ce n'est pas possible d'obtenir cela, ça serait peut-être souhaitable, mais c'est une utopie, et donc on ne peut pas obtenir un développement, en tout cas une croissance économique ou une croissance d'un certain nombre d'éléments qui ont cru jusqu'à présent, indéfinie, parce que ça supposerait, par exemple, une économie circulaire, ça supposerait un recyclage de l'ensemble des inputs de notre système productif. Or, ce n'est pas possible. Donc, la seule solution, c'est de diminuer notre emprise. Et donc, vous voyez que ce que j'ai essayé de montrer dans ce tableau, c'est que, loin d'être seulement des nuances, les oppositions entre les deux dernières colonnes sont en fait des oppositions absolument majeures sur des projets de société antinomiques. Donc je vous laisse le découvrir, mais par exemple, je m'arrête sur la ligne 1, 2, 3, 4, système de valeurs. La question de la culpabilité est extrêmement présente dans le modèle néonaturaliste. Donc, l'homme est coupable d'avoir abîmé la nature et il doit accepter sa culpabilité pour expier, si possible, donc changer de mode de vie. Donc typiquement une logique où quand vous avez commis un mal, vous devez non seulement réparer ce mal, mais également modifier ce que vous étiez et qui a permis que le mal soit produit. Et donc, bon, vous voyez la logique de la culpabilité, alors que on est plutôt, je vais y revenir ensuite, à propos de la colonne de droite, donc post-lithique, mais on peut aussi appeler ça développement durable, on est plutôt dans l'idée que y a une historicité des valeurs et que effectivement les valeurs de la société du néolithique correspondent à ce qu'était la société à ce moment-là. Donc ça n'a pas grand sens de reprocher à nos ancêtres d'avoir fait ce qu'ils ont fait dans le contexte où ils étaient, dans la mesure où ça nous a aussi permis d'être ce que nous sommes et de réagir, d'être conscient des problèmes et si possible d'essayer de les résoudre. Donc vous voyez que si vous introduisez une historicité dans le schéma, ça change assez nettement parce que inversement la culpabilité elle est
en dehors de l'histoire. On a fait du mal, on ne sait pas pourquoi, mais on a fait du mal à la nature, donc il faut expier et changer. Un autre domaine d'opposition, donc c'est les lignes du bas, où là on retrouve les paramètres de ce qu'on peut appeler l'habité, c'est-à-dire le rapport à l'espace, le rapport entre les habitants et leurs environnements, y compris des environnements artificiels, hein, comme la ville. Et donc vous avez par exemple la question de la mobilité. Quand vous voyez les débats sur les constructions de nouvelles infrastructures, par exemple les trains à grande vitesse, vous avez des gens qui, au nom de la protection de l'environnement, considèrent que la mobilité est plutôt quelque chose à éviter en elle-même, et que même si on ne crée pas de problème pour le climat, ou même s'il n'y a pas de problème de limite énergétique, la mobilité n'est pas un bien. Donc ils sont contre l'idée du droit à la mobilité, mais plutôt l'idée d'enracinement, de circuits courts, hein, par exemple l'idée que, indépendamment des effets négatifs potentiels, je ne sais pas, des transports de marchandises en camion, il vaut mieux consommer ce qui est produit sur place. Et donc un mouvement plutôt anti-mondialisation, ça peut se décliner à plusieurs échelles, hein, parce que bon, en fait j'ai vu que dans les cantines scolaires, les circuits courts ont été récupérés par des courants plutôt protectionnistes qui considèrent que tant qu'on est en France, c'est un circuit court. Donc on peut faire 1200 km en camion, c'est un circuit court, alors que à Strasbourg par exemple, il me semble que Kehl, c'est un circuit un peu plus court que Nice ou Bayonne. Donc évidemment il faut regarder de près, hein, ce que ça veut dire, mais allons au-delà de ces petits détails et considérons l'idée qui est intéressante en elle-même, hein, l'idée que justement, une idée heideggerienne, que le proche c'est mieux que le lointain, c'est plus humain que le lointain, que les gens qui habitent par exemple dans un quartier doivent avoir plus de droits sur ce quartier que ceux qui habitent un peu à côté, et que donc l'ouverture universelle de l'espace public aux étrangers, à tous ceux qui s'y trouveraient pour une raison ou pour une autre, doit être relativisée en donnant un poids à ceux qui sont là depuis longtemps, qui sont enracinés. Donc vous voyez que à partir d'un certain nombre de principes qui diffèrent dès le départ, les conséquences vont être très très divergentes pour les mesures à prendre, hein. Donc l'incitation à la fixité face au droit à la mobilité, même si c'est la mobilité publique, hein, et même si c'est une mobilité respectueuse de l'environnement, ça donne une idée des divergences, hein. La question de la mondialisation est aussi un bon critère pour saisir ces divergences, hein. Par exemple, il y a des gens qui considèrent que la mondialisation du commerce est en soi productrice de changement climatique, donc il faudrait réduire cette mondialisation, hein, d'où d'ailleurs une des raisons des circuits courts, mais il y a aussi d'autres gens qui considèrent que la mondialisation des idées, qui n'est pas forcément séparable de la mondialisation d'autres aspects, d'autres marchandises ou d'autres biens ou d'autres valeurs, c'est aussi ce qui permet de renforcer la conscience écologique, et donc par exemple de faire que la Chine, qui est entrée dans la mondialisation par la production économique, par le commerce, se trouve aujourd'hui beaucoup plus impliquée qu'elle ne l'était il y a encore une dizaine d'années dans, je dirais, le collectif, le concert des acteurs qui souhaitent
des mesures volontaristes pour diminuer le changement climatique, l'impact du changement climatique et le changement climatique lui-même. Donc, vous voyez que là, deux points de vue qui ont leur cohérence dans les deux cas. On peut les comprendre. C'est difficile de les approuver tous les deux en même temps, mais on peut en comprendre la logique à chaque fois. Et vous voyez donc que par exemple la question du local se pose très différemment dans les deux cas, c'est-à-dire avec un local qui est au-dessus de toutes les autres valeurs spatiales dans le néonaturalisme, alors que dans le développement durable, on va plutôt avoir une vision de l'individu multiscalaire qui est tout autant un citoyen du local qu'un citoyen du mondial. Les questions écologiques étant mondiales, c'est évident que les solutions et le débat pour trouver ces solutions pourrait être plus rapidement trouvé aussi au niveau mondial. Donc on peut avoir aussi des contradictions dans chacun des points de vue. On peut aussi avoir des gens qui essayent de se situer dans un entre-deux, d'avoir le meilleur des deux conceptions. Mais à mon avis, ce qui est incontestable, c'est la divergence de ces deux conceptions quand on les épure, quand on essaye de réduire à leur énoncé principal. Et effectivement, donc là, j'ai résumé pour les deux versants de la conscience écologique. J'insisterai là sur les deux dernières colonnes, sur le fait que quand on est dans le monde universitaire, on voit que c'est pas forcément les mêmes personnes. Je veux dire, il y a une sociologie de ces conceptions qui n'est pas forcément la même, et il y a aussi une conception du politique qui n'est pas forcément la même. La question de l'urgence est extrêmement clivante. Il y a beaucoup de gens qui disent on a assez discuté, maintenant il faut agir. Il y a aussi des gens qui disent on n'a jamais assez discuté, ça ne nous empêche pas d'agir. Et puis il y a des gens qui disent on n'a pas assez discuté, donc on n'agit pas. Donc vous voyez que selon le statut qu'on donne à l'urgence, par exemple Dominique Bourg, que j'ai cité tout à l'heure, a écrit un livre qui s'appelle La démocratie écologique, et c'est un peu un oxymore parce que la démocratie écologique, pour lui, ça consiste à créer une troisième chambre à côté de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui est constituée uniquement de représentants des associations écologistes et qui a un droit de veto sur toutes les lois votées par les deux autres chambres. Pourquoi ? Parce que il y a urgence, c'est-à-dire qu'ils considèrent que si on laisse les choses se faire, on va à la catastrophe. Et donc vous voyez que quand... Alors évidemment, certains ne sont pas d'accord, c'est Daniel Cohn-Bendit qui dit justement que la première victime de l'urgence, c'est le débat démocratique. Donc, et c'est pas forcément contesté par les autres, mais ils considèrent que la démocratie, c'est trop tard. Parce que on n'a plus le temps d'attendre. Donc vous voyez que les questions de rythme, notamment de rythme du politique, sont très fortement impactées par la position qu'on prend par rapport au risque, à l'état, disons, de l'humanité, vu du point de vue de ses relations avec l'environnement naturel. Alors, après ce détour relativement long, mais je pense que c'était nécessaire, je voudrais basculer, avant de retomber finalement sur la notion d'habiter, comme je vous l'ai dit, un des éléments de divergence entre ces deux versants de la conscience écologique porte sur la relation morale-éthique. Ce sont deux termes qui ne sont pas toujours très clairs, en tout cas l'un par rapport à l'autre. Une des options les plus dures, je dirais, du versant néonaturaliste, qu'on appelle la deep ecology dans le monde anglophone, c'est de considérer qu'en fait, nous n'avons pas à obéir à des valeurs humaines, mais à des valeurs portées intrinsèquement par la nature. Comme par exemple les valeurs de la vie, qui seraient de la vie en général, pas de la vie humaine,
qui serait incluse déjà dans la vie elle-même, hein, donc qui ne serait pas un regard des humains sur la vie, mais une composante, on pourrait dire une métadonnée du monde biologique lui-même. Et ça c'est très intéressant parce que y a un débat qui a commencé il y a quelques décennies, qui n'est pas complètement terminé. Enfin, disons que on a eu la victoire d'un camp sur l'autre, en tout cas en Europe, mais ça ne veut pas dire que le combat est complètement terminé. Je parle du combat sur l'avortement. Ceux qui considéraient que la vie était sacrée disaient que l'avortement était un assassinat puisque on tuait un organisme qui était viable, enfin qui pouvait se développer dans des conditions appropriées et qui allait donner naissance à un être humain. Et donc c'était le caractère potentiel d'un être humain, mais déjà un être vivant, hein, donc c'était le sens de la propagande de ceux qui étaient contre la légalisation, la dépénalisation de l'avortement, de dire que c'était déjà un organisme vivant, très complexe, et qu'on assassinait. Et puis en face, ce qui était intéressant dans les années 70-80, c'était que on n'avait pas une réponse symétrique. On ne se prononçait pas sur ce point-là, mais on se prononçait sur les droits des femmes à maîtriser leur corps, sur le droit des couples à maîtriser leur fécondité, et sur le fait que quand on interdisait l'avortement, on créait des situations sociales insupportables. Or, ce qui est intéressant, c'est que ont plutôt gagné donc les partisans de la dépénalisation, mais sans se prononcer de façon explicite sur le fait de savoir si, en fait, on voulait protéger la vie en général, ou la vie humaine en particulier, ou bien une autre manière de présenter les choses. Est-ce que la vie humaine commençait à la conception, ou la vie humaine, c'était un processus croissant, mais dont on pouvait considérer que quand l'enfant n'était pas encore né, il n'avait pas atteint un niveau tel que si on supprimait cette vie potentiellement humaine, ce n'était pas un assassinat. Hein, donc des questions en réalité, je pense qu'on peut être d'accord, assez complexes, hein, dont la réponse n'est pas triviale, mais je vous cite cet exemple parce que ça nous permet de comprendre que l'éthique, si on appelle ça l'éthique, donc les valeurs qui existent à un moment donné dans une société, ne sont pas ahistoriques, ne sont pas extérieures à l'histoire, elles sont inventées progressivement, et en gros on peut dire quand même que la dépénalisation de l'avortement a plutôt déplacé le curseur vers l'idée d'une dissociation entre vie tout court et vie humaine, y compris la vie de l'embryon étant plutôt du côté de la vie et pas de la vie humaine. Donc c'est un changement spectaculaire, hein, c'est aussi des changements spectaculaires auxquels on assiste quand on voit les questions en débat sur la procréation assistée ou la gestation pour autrui, hein, donc des choses qui posent de nouvelles questions. Donc si vous me suivez dans l'idée que l'éthique est historique, hein, qu'on peut même appeler éthique par rapport à morale, une production de valeurs de vie en société qui s'assume comme historique, alors que classiquement les morales se prétendaient comme transcendantes, hein, l'Ancien Testament par exemple est un réservoir de principes moraux très très riche. Et donc, comme vous le savez, c'est directement Dieu qui l'a dicté à Moïse, hein, donc ça vient de très haut. Donc ce ne sont clairement pas des valeurs qui sont assumées comme étant produites par les humains. Et donc on peut repérer cette opposition éthique-morale comme une opposition entre une historicité assumée et une transcendance, au contraire, affirmée. Alors dans ce contexte-là, on peut considérer que un des
éléments du tableau de bord que nous avons aujourd'hui, face à la nature, mais aussi dans la vie sociale, c'est une triade où il y a des acteurs, des objets et des environnements, et une question éthique nouvelle, c'est de savoir ce qui se passe quand les acteurs et les environnements peuvent se détruire mutuellement, mais pas forcément non plus. Et c'est là, donc, je suis enfin dans mon sujet, que la conscience écologique apparaît comme une matrice très utile pour penser pas seulement les environnements naturels, mais l'ensemble des environnements, par exemple un habitant dans la ville ou dans un espace ou dans un lieu de travail. Il y a une multitude d'environnements à dominante sociale, les environnements naturels étant des environnements parmi d'autres, mais la conscience de la fragilité de ces environnements naturels, dans un contexte où l'effet serait une fragilisation des humains, donc une double fragilité, nous permet de comprendre ces quatre énoncés qui sont, à mon avis, tous les quatre vrais. Les environnements peuvent écraser les acteurs peuvent détruire les acteurs peuvent protéger les environnements, et les environnements peuvent libérer les acteurs. Et à mon avis, ce sont des problèmes profondément nouveaux, dans la mesure où si vous regardez ce qu'on a appelé la période axiale, c'est une expression du philosophe Karl Jaspers, ce moment où ont été construits les principaux édifices religieux écrits, que j'ai déjà cités, à ce moment-là, la situation, je dirais le rapport de force entre les humains et la nature est beaucoup plus déséquilibré, c'est-à-dire la puissance développée par les humains est beaucoup plus faible. Néanmoins, justement, ce que dit Jaspers, c'est que ces grands édifices religieux inscrivent déjà l'idée d'une contradiction que les hommes doivent gérer entre un certain pouvoir qu'ils ont déjà acquis, l'agriculture par exemple, la guerre, l'État, la monnaie, l'écriture, donc des choses quand même puissantes qui permettent aux humains de se rendre compte à quel point, par leur propre force, ils ont fabriqué des environnements très différents de ceux dans lesquels les animaux, par exemple, vivent. Et en même temps, une très grande fragilité, c'est seulement depuis 1800, en gros, que l'espérance de vie a augmenté de façon très claire, c'est-à-dire qu'en gros, l'espérance de vie des gens au XVIIIe siècle n'était pas très éloignée, en moyenne, de celle du néolithique, enfin des débuts du néolithique. Donc vous voyez où je veux en venir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le contexte dans lequel on se pose des questions éthiques, c'est un contexte beaucoup plus équilibré au sens où les humains ont des capacités de construire des environnements artificiels beaucoup plus, ont une puissance pour le faire beaucoup plus forte, mais en même temps, ce faisant, s'ils ne maîtrisent pas les effets de leur construction, de cette construction, ils peuvent se trouver en situation très difficile, voire jouer leur survie. Et ça, c'est tout aussi vrai pour une action sur la nature dans son ensemble que sur, par exemple, le problème des catastrophes industrielles, le risque industriel, qui n'est pas directement un effet retour, un feedback de l'ensemble des systèmes naturels, mais qui peut produire, comme par exemple les accidents nucléaires, des effets extrêmement puissants de destruction de l'environnement. C'est intéressant que Fukushima, moi je suis un peu catastrophé du fait que quand on commémore l'anniversaire du tremblement de terre de 2011, on oublie qu'il y a eu 20 000 morts à cause du tsunami, très peu de morts à cause du tremblement de terre, 20 000 morts à cause du tsunami et pratiquement aucun mort à cause de l'explosion de la centrale de Fukushima. Enfin, peut-être quelques-uns des ouvriers, mais c'est même pas évident. Il y en aura sans doute quelques-uns. Mais c'est surtout, en fait, en même temps, je me console
je me console en me disant qu'il y a un vrai écocide dans Fukushima. C'est-à-dire que, indépendamment de la destruction des corps humains vivants, il y a aussi une conscience, et qui là est rassurante, je dirais, du fait qu'on a détruit pour des dizaines d'années un environnement naturel, mais en fait social aussi, pour quelques dizaines de milliers de personnes. Donc c'est pas un événement sans importance, et donc on peut considérer comme positif qu'on mette sur le même plan les deux choses. Disons que on peut un peu regretter que les Européens, comme ils n'ont pas directement souffert des 20 000 morts japonais, s'en désintéressent, et que par contre, comme le nucléaire leur fait peur du fait qu'ils en ont chez eux, ils ont mis particulièrement en avant ce volet de la catastrophe. Mais sur le fond, hein, si on lisse un peu l'événement, c'est vrai que maintenant, la destruction d'environnement, indépendamment même des humains qui s'y trouvent, apparaît comme une catastrophe à éviter impérieusement. Et donc, il me semble qu'on peut définir l'habité comme un point d'équilibre entre ces quatre éléments, c'est-à-dire qu'il y a habité à partir du moment où les acteurs, dans leur espace, donc si on considère l'espace urbain ou pas, comme un environnement social parmi d'autres, eh bien l'habiter, c'est par rapport à cet espace et par rapport aux gens qui habitent cet espace, qui vivent dans cet espace, de trouver un moyen que les acteurs protègent l'environnement et que les environnements libèrent les acteurs. Donc, il me semble que ça appelle assez clairement l'un des versants de cette conscience écologique, qui est le versant d'un développement post-lithique, parce que effectivement, la transcription, je dirais, dans l'espace des deux premiers piliers du développement durable a un sens. Que font les urbanistes? Ils urbanisent. Qu'est-ce que c'est urbaniser dans un monde totalement urbanisé? C'est augmenter la qualité de la vie urbaine, hein, c'est-à-dire augmenter le niveau d'urbanité. Et ça, c'est un changement. C'est un changement par rapport à l'existant. On peut considérer que c'est un changement qui améliore l'existant. Et enfin, on peut considérer que c'est un changement qui est voulu par la société elle-même. Hein, c'est ça l'urbanisme contemporain. C'est un urbanisme qui écoute les habitants. Et donc, c'est un développement. Donc, le développement spatial ou le développement urbain est bien une réponse à cette demande d'équilibre entre environnement et projet des acteurs. Et c'est toute la question aussi, si on oublie un instant les environnements naturels, de la question du patrimoine. Si on considère que la valorisation du passé urbain sous forme d'objets considérés comme précieux doit être prioritaire au point qu'on s'interdit de toucher à quoi que ce soit parce que ce serait trahir la valeur de ce passé, à ce moment-là, on empêche le développement de la ville et on congèle en fait l'urbain existant en empêchant les citadins d'aujourd'hui d'améliorer leur vie. Donc là, on aurait une situation où les environnements écrasent les acteurs. Hein. Donc vous voyez que cette matrice acteur-environnement à laquelle la conscience écologique a donné toute sa force, elle est assez utile pour comprendre les enjeux de toute action sur l'espace et de toute prise en compte des attentes des acteurs spatiaux qui, par exemple, vont vouloir de la mobilité, vont vouloir du séjour, vont vouloir un certain nombre de choses qui peuvent apparaître contradictoires à certains moments. Regardez un objet aussi simple que la rue, regardez comme la rue est un objet fantastique, inventé
il y a quelques milliers d'années. Hein, c'est quand même assez extraordinaire quand on se balade à Pompéi de voir les passages piétons avec les encoches normalisées pour que les chars puissent passer. Donc c'est un objet extrêmement simple qui est justement un point d'équilibre entre au départ mobilité et séjour, hein, c'est-à-dire c'est à la fois un endroit où on peut s'arrêter et avancer. C'est un point d'équilibre entre différents types de mobilité. Hein. Donc déjà chez les Romains, il y a la mobilité pédestre, il y a des trottoirs et la mobilité augmentée. C'est pas motorisé, mais avec des chars et des chevaux ou des bœufs, et aussi un équilibre entre des acteurs qui poursuivent des activités indépendantes les unes des autres, qui vont au marché, qui vont au gymnase, etc., et un environnement, la ville, qui s'en trouve plutôt confortée, puisque dès ce moment-là, la ville profite de la densité diverse, hein, du fait qu'il y a beaucoup de gens qui se trouvent au même endroit à faire des choses différentes. Beaucoup de gens eux-mêmes différents qui se trouvent au même endroit à faire des choses différentes. Donc, il me semble que nous comprenons avec cette matrice à quel point l'urbanisme, l'action spatiale, enfin j'appelle l'urbanisme n'importe quelle action sur l'espace à toutes les échelles, est un type d'acte qui passe par une recherche d'équilibre, et du coup on comprend pourquoi l'urbanisme devient essentiellement une activité de médiation entre différents acteurs, mais aussi la voie des environnements, c'est-à-dire que c'est aussi les environnements politiques, les environnements sociaux, les environnements naturels qui, à travers des porte-paroles, s'expriment dans les débats publics sur l'urbanisme. Avant de conclure, donc je voudrais vous montrer, je voudrais rapidement que vous regardiez cette photo qui illustre bien la symétrie contre-intuitive que recèle le rapport acteur-environnement. Imaginez cette photo sans les deux petites maisons qui ont été construites récemment, hein, manifestement. J'attire votre attention sur le plastique bleu, hein, qui est quand même une marque sans équivoque de la périurbanisation. C'est pas du tout le même paysage que vous auriez sous les yeux, hein, c'est clair. Et donc, si on se met dans la peau de ceux qui ont décidé et obtenu la construction de ces maisons, eux, ils ont voulu habiter dans ce paysage, si on peut dire. Mais à partir du moment où ils ont construit leur maison, ce paysage n'existe plus. Eux-mêmes, en retournant chez eux, s'ils sont avec le même angle que le photographe, bah, ils vont voir ce paysage transformé. Peut-être que ça leur plaît, peut-être que ça leur plaît pas, mais en tout cas c'est plus le même. Et donc toute la question de la puissance incroyable d'un seul individu, bon là il y en a deux peut-être, pour affecter, pour impacter des choses qui sont énormes, les montagnes qui viennent du secondaire, du tertiaire, le lac, l'herbe, multitude de végétaux, d'animaux, eh bien oui, ces individus ont réussi à modifier. Donc, vous voyez aussi comment on peut être tenté par le versant culpabilisant, mais en fait, il me semble que c'est plus efficace de passer de la culpabilité à la responsabilité. C'est-à-dire que c'est maintenant que ça se passe. C'est pas un regard rétrospectif sur un passé où l'humanité criminelle devrait se racheter. C'est des décisions que nous prenons tous les jours et qui ont des effets bien au-delà, à la fois spatialement et temporellement, sur nos contemporains et sur aussi ceux qui les suivront. D'où l'idée que l'approche éthique me paraît aujourd'hui beaucoup plus productive parce qu'elle prend en compte le fait que nous inventons sans arrêt de nouvelles situations qui appellent aussi la création de nouvelles valeurs.
Donc on peut considérer que l'habiter, c'est un bien éthique, et j'ajouterais l'idée de bien public, c'est-à-dire, donc bien public, c'est un concept qui vient de la science économique, et c'est l'idée d'un bien qui est coproduit par ceux qui en profitent, ceux qui vont le consommer, et la société tout entière. Donc de ce point de vue-là, on peut considérer tous nos environnements sociétaux, comme la nature, mais aussi l'espace urbain, l'espace public par exemple, c'est typiquement un bien public, qui ne souffre pas du fait d'être fréquenté par beaucoup de gens différents. Au contraire, un espace public est encore plus un espace public s'il y a beaucoup de gens qui le fréquentent. C'est un peu comme l'éducation, typiquement un bien public. Si davantage de gens sont éduqués, ça ne va pas affecter le niveau d'éducation de ceux qui l'étaient déjà avant. Et donc, il y a cette possibilité d'étendre l'accès à ces biens publics, mais en même temps, le fait que ces biens sont coproduits par non seulement la société tout entière, mais aussi tout le monde. Et donc, la liberté de contribuer à produire un bien public est immédiatement assortie de la responsabilité qui accompagne le pouvoir qu'on a de contribuer à changer les choses. Donc, au bout du compte, on peut considérer que la notion d'habiter est un bon guide pour aborder ce qui manque le plus aujourd'hui à la mondialisation, c'est-à-dire sa composante politique. Donc, protéger les acteurs contre les environnements, c'est les droits de l'homme, c'est le progrès social et éthique, c'est aussi la technologie, bien sûr, pour éviter que encore beaucoup de gens meurent parce qu'il y aura un tremblement de terre ou un tsunami. C'est protéger aussi, inversement, les environnements contre les acteurs, donc empêcher les destructions et les pollutions, organiser l'économie circulaire, organiser le découplage entre les sources, les ressources et le capital, donc rompre la malédiction du néolithique qui justement, en couplant croissance et destruction, nous menait dans une impasse. Et enfin, assurer la cohérence des biens publics, le développement durable et ce qu'on peut appeler la transitivité de l'habitabilité, c'est-à-dire le fait que y a un bien public, on peut dire, historique, qui est temporel, qui est le fait que les qualités de notre vie aujourd'hui soient transmissibles aux générations suivantes. C'est le fondement même du rapport Brundtland qui est à l'origine de l'idée de développement durable. Alors finalement, je trouve que en relisant cette phrase, donc bien sûr vous parlez tous allemand ici, donc j'ai pas besoin de vous la traduire, je me la traduis juste à moi-même. C'est la réponse de Kant à la question « Qu'est-ce que les Lumières ?» Et donc ce que dit Kant, c'est « Les Lumières sont, pour les humains, la sortie de l'état de tutelle, Unmündigkeit. Unmündigkeit, ça veut dire l'immaturité, la dépendance, tout ce qu'on dit sur les gens qui ne sont pas autonomes, qui ne sont pas capables d'être autonomes. Donc c'est un mot très intéressant, Unmündigkeit, mais qui est cette immaturité, cet état de tutelle, cette dépendance dont ils sont eux-mêmes responsables. Selbstverschuldeten. Donc ça veut, je veux dire, c'est impressionnant cette phrase, comme elle est courte et comme elle est riche et comme elle contient, alors qu'elle a été écrite en 1784, les enjeux, je veux dire la problématique, l'équation des questions qui se posent à nous, c'est-à-dire que oui, nous devons continuer à produire de l'émancipation. Je pense que il n'y a aucune raison de penser que ce travail d'émancipation il est terminé, et donc cette émancipation elle passe par la production d'environnements qui seront favorables à notre liberté, mais en même temps nous devons toujours savoir, quand nous modifions nos conditions de vie pour nous émanciper, que les effets pervers éventuels de ces changements, eh bien il n'y a plus qu'un responsable, c'est nous. Merci.
vers où il faudrait commencer, par quoi il faudrait commencer, à votre avis? Oui, alors je ne veux pas me transformer en orateur politique, encore moins en gourou, mais je pense qu'il y a un fil conducteur que l'urbanisme, dans ses transformations actuelles, nous aide à comprendre, qui est le fait qu'il y a beaucoup de choses intelligentes qui se disent et qui se pensent dans la société, et que si on arrive à bien les écouter et à bien les mettre en musique, pas n'importe quelle musique, bien sûr, pas forcément la musique de la résultante géométrique, de la moyenne, mais si on a soi-même un point de vue, en tant qu'urbaniste, on est des professionnels, je veux dire, on a une formation, on a quelque chose de spécifique à dire, on a une certaine idée de l'urbain, de la ville, de l'espace. Donc si avec cet arrière-plan, on arrive à écouter et à mettre en cohérence différentes choses que disent les habitants au sens large, il me semble que on échappe un peu à l'angoisse, que je sens un peu dans votre question. C'est avec ce niveau de complexité des problèmes qui sont devant nous, est-ce qu'on n'est pas tenté de renoncer? Alors je dirais que ce qui fait que on a aussi des atouts qu'on n'avait pas avant, c'est justement le niveau de réflexivité des autres acteurs que nous. Ce que dit finalement ce qu'on a appelé parfois le tournant actoriel, enfin le tournant pragmatique, c'est la prise de conscience qu'il n'y a pas forcément un abîme entre les chercheurs et les citoyens ou les habitants ordinaires. Ils n'ont pas les mêmes problèmes, ils n'ont pas les mêmes formations, mais cette vision technocratique qui consistait à dire en gros les ingénieurs sociaux ont les réponses et malheureusement les gens ne comprennent pas, donc il faut les forcer un petit peu, ou il faut leur expliquer l'idée très courante dans le monde politique selon laquelle il faudrait faire de la pédagogie. Paidos, ça veut dire enfant. Donc infantilisons les citoyens, et nous qui savons tout, nous allons leur transmettre par un vase qui serait les médias la vérité. Je pense que ce qui s'est passé par exemple sur la scène politique française à la dernière élection présidentielle montre que il peut très bien y avoir assez rapidement des bouleversements où on peut bien sûr discuter, mais une interprétation quand même, c'est de dire qu'en éliminant les deux grands partis qui s'étaient partagés le gouvernement depuis de nombreuses années, peut-être que les citoyens ont été un peu en avance sur cette scène politique qui se croyait là pour l'éternité. Et on voit encore que les partis en question, il y en a encore beaucoup qui disent qu'ils ont manqué de pédagogie, mais qu'au fond, ils détenaient la vérité. Donc je me prononce pas sur la scène politique nouvelle, mais je voudrais dire que ce qu'il faut faire, à mon sens, c'est exactement l'inverse de travailler à l'acceptabilité. Donc j'étais à l'EPFL pendant 13 ans dans une école d'ingénieurs où il y avait aussi des architectes et souvent quand on avait des réunions interdisciplinaires, on entendait donc moi je travaille dans les sciences sociales, un petit secteur à l'EPFL, et des ingénieurs nous disaient: vous les sociologues, on compte sur vous pour l'acceptabilité. Nous, on sait qu'on a résolu les problèmes, mais l'être humain est irrationnel. Et donc, vous allez leur expliquer que c'est ça qu'il faut faire. Et ils étaient vraiment très très convaincus de ça. Très peu convaincus d'ailleurs, enfin, l'idée qu'eux-mêmes étaient des êtres humains ne les effleurait pas. Eux, ils étaient en contact direct avec la connaissance qui pour eux était inscrite dans les choses. Grâce aux mathématiques, ils avaient un accès direct à des secrets du monde qu'ils étaient les seuls à connaître et qui malheureusement n'étaient pas faciles à transmettre avec des mots ordinaires. Donc ils comptaient sur nous comme des
des intermédiaires, hein, c'est une grande tradition du débat sur la religion. Est-ce que Dieu s'adresse à nous directement, hein, c'est les protestants et les catholiques, les chiites et les sunnites, ils ont beaucoup discuté de ça. Et eux, finalement, ils nous instituaient comme un clergé de la technologie, qui allait expliquer aux masses les vraies réponses. Et moi, je leur répondais, à mon avis, la science se caractérise par le primat des questions sur les réponses. Donc, au lieu de vous demander quelles sont vos réponses, demandez-vous plutôt quelles sont vos questions. Et à ce moment-là, vous pourrez peut-être les confronter plus facilement aux questions que se posent les citoyens ordinaires. Donc, je pense que nous ne sommes pas si désarmés que ça. Merci. Il y avait une autre catastrophe nucléaire à Tchernobyl qui avait les résultats beaucoup plus graves que celle de Fukushima, parce que un vaste territoire européen était dévasté. Mais où aujourd'hui la nature reprend ses droits. Donc la question est, est-ce qu'il faut vraiment protéger la nature, ou il faut peut-être tout simplement laisser la nature de reprendre ses droits et de vivre. D'accord, alors est-ce que je peux vous poser une question, puisque vous avez le micro, mais en fait je crois qu'il ne marche pas, mais quand vous dites cette phrase, la nature reprend ses droits, comment il faut la comprendre? Est-ce que c'est au sens propre, c'est-à-dire vous considérez que la nature a des droits? Et dans ce cas-là, la nature est assez anthropomorphe dans votre discours. Donc, est-ce que c'est une autre manière, quand vous dites la nature, est-ce que c'est une autre manière de dire Dieu? Non, mais Et dans ce cas-là, on déplace notre débat dans une autre arène. Je veux dire plutôt environnement naturel, donc d'accord. La nature c'est tout ce qui n'est pas touché par l'homme, peut-être c'est plutôt ça. Donc voilà. Et plutôt même malgré le taux de contamination des sols et tout là-bas, mais on peut constater qu'il y a des espèces et tout qui vivent là-bas. Donc peut-être le plus grave prédateur, c'est l'homme. Donc, c'est sûr. Si on élimine là-bas, on peut constater que si on élimine cet acteur, oui. Donc ça serait mieux. Et le développement durable marche lui-même. Donc effectivement, si le meilleur moyen d'éliminer les dégâts que font les hommes sur la nature, c'est d'éliminer les hommes. Je suis d'accord avec vous. Et donc, je trouve que c'est bien que vous soyez allé jusqu'au bout de l'idée, parce que là, à ce moment-là, vous êtes obligé de considérer que l'amélioration ainsi obtenue résulte de valeurs qui ne sont pas humaines, enfin disons qui ne visent pas l'amélioration ou la survie de l'humanité, puisque justement, c'est la solution la plus simple et la plus efficace. Donc, là, il me semble qu'il y a un problème logique, je dirais, parce que vous qui êtes un humain, vous exprimez au nom de la nature, qui quand même ne vous a pas mandaté, me semble-t-il, en lui attribuant des valeurs qui en fait sont plutôt des valeurs humaines, qui sont ce que j'ai essayé de montrer avec l'exemple de Babel, hein, des valeurs qui sont un peu de la haine de soi de l'humanité, et qui en fait, au lieu d'augmenter la responsabilité, finalement la diminue, parce que il renvoie à un univers sur lequel on souhaiterait ne plus avoir prise, en fait, hein, ça serait ça l'idéal. Donc moi je pense que on a passé un seuil, en fait, je répondrai pas d'un point de vue moral à votre question, mais plutôt d'un point de vue historique. Je pense qu'aujourd'hui, que nous le voulions ou non, nous avons passé un seuil où nos actions, même très limitées, notre connaissance même très limitée, comme nous savons que ça peut avoir des conséquences
très graves, y compris sur nous-mêmes, nous sommes obligés d'intégrer le monde biophysique dans la sphère de notre activité. Nous ne pouvons plus faire autrement. Et donc, à partir de là, nous avons effectivement à nous poser des questions sur, plutôt que des droits de la nature, quels sont nos devoirs sur la nature. Hein. Je pense que c'est un débat qui a été lancé par exemple à propos des animaux. Est-ce qu'il est plus juste de dire que les animaux ont des droits ou de dire que nous avons des devoirs vis-à-vis des animaux? Personnellement, je reviens à Kant. Hein. Qu'est-ce que c'est l'impératif catégorique de Kant? C'est de dire qu'il faut voir les autres, enfin les humains, comme fin et non plus comme moyen. Or, cela suppose justement d'être capable que les participants, je dirais, à la conversation éthique soient eux-mêmes capables de traiter les autres comme fin. Et donc je dirais que ça limite en partie quand même les participants à cette conversation. C'est-à-dire que les êtres vivants qui ne sont pas capables de penser les autres comme des fins, mais uniquement comme des moyens, donc par exemple des moyens de nutrition, ne peuvent pas être partie prenante au débat éthique. Hein. Et ça serait super intéressant d'avoir des néandertaliens ou des extraterrestres ou des futurs robots super humanisés, parce que c'est pas un problème d'espèce, c'est un problème de capacité éthique. C'est-à-dire que s'il y a des êtres à capacité éthique qui veulent participer à notre conversation, c'est clair qu'il faut les accepter. Hein. Mais par contre, on peut se demander si c'est bien le cas du monde vivant en général. Du coup, je pense qu'il faut assumer notre relative solitude comme producteur d'éthique. Il ne faut pas attendre, ça c'est, je dirais, une approche un peu animiste, de voir le reste du monde biophysique comme s'il était composé d'êtres comme nous. Hein, je pense que ça c'est une erreur, c'est une illusion qui a été très forte dans beaucoup de sociétés, mais dont on peut sortir. Et donc je pense qu'il ne faut pas oublier le monde biophysique, mais pas en lui donnant le même statut que le nôtre. Hein. Ça serait ma réponse. Donc je ne reprendrai pas la formule « la nature reprend ses droits ». Je pense que, par contre que nous avons des devoirs vis-à-vis des environnements naturels, mais aussi d'un certain nombre d'éléments de ces environnements qui ne sont pas des environnements, comme par exemple, chaque fois que quelque chose dans la nature nous rappelle nos devoirs vis-à-vis des humains, et je pense par exemple le fait de faire souffrir inutilement les animaux dans les abattoirs, hein, ce genre de débat est très intéressant comme débat, je dirais, humaniste, parce que tout le monde comprend bien que si on est insensible aux souffrances des animaux, probablement on est aussi un peu insensible aux souffrances des humains. Mais il y a aussi l'inverse. Hein. Il y a quelqu'un qui disait, quand on traite les animaux comme des humains, on finit tôt ou tard par traiter les hommes comme des animaux. Et c'est effectivement une expérience historique qui s'est produite dans l'Afrique du Sud de l'apartheid. Hein. Donc c'est là que les partisans de l'apartheid les plus radicaux, les plus cruels, les plus fous, étaient d'ardents organisateurs des parcs naturels où on protégeait les girafes, tant mieux hein, qu'on les ait protégées, mais ces deux discours étaient liés. Il y avait l'idée que les Noirs étaient incapables de protéger les animaux. Donc pour protéger les animaux, il fallait protéger les Blancs contre les Noirs. Donc on est un peu sur le fil du rasoir de ce point de vue-là. Hein. Donc encore un problème qui n'est pas trivial et qui est effectivement, je pense, sur le tableau de bord de l'humanité d'aujourd'hui. Je vous remercie Jacques Lévy et je vous remercie d'être resté ici.